Hello everyone, I'm Kevin Polosa, I'm a solution architect for AWS and I work in France and I cover the luxury industry. Quick reminder, the session will be in French, so I hope everyone is okay with it. Bon? Parfait. Merci à tous d'avoir fait le déplacement, c'est un peu loin. Je voulais commencer par un petit chiffre, 1500 milliards de dollars, c'est le revenu projeté de l'industrie du luxe en 2023. Et c'est une industrie qui va continuer à croître dans les prochaines années et qui couvre un large panel d'industries. Ça va être le voyage, peut-être quand vous êtes venu ici, vous avez pris l'avion. Ça peut être l'hôtel, quand vous êtes arrivé ici, vous avez été accueilli. Les voitures, un mode de transportation comme Ferrari, un client avec qui on travaille, par exemple sur les Formule 1, où on va venir capturer les informations IoT, les remonter et venir optimiser tout ça. Et bien sûr, là où ils font l'argent, c'est avec les voitures et ces expériences qu'ils vont fournir à leurs clients quand ils vont venir acheter la voiture en magasin. Et ce qui est un peu plus commun pour tout le monde, quand on identifie l'industrie du luxe, c'est aussi les chemises, les montres, les sacs à main, les écharpes, les carrés. Et à travers ces quatre industries et toute l'industrie que couvre le luxe, il y a quelque chose en commun, c'est l'expérience utilisateur que vous allez avoir lorsque vous allez en magasin. J'aime bien faire le parallèle quand moi je vais chez mon fromager tous les samedis et qui me connaît par cœur. Il est capable de me recommander le fromage en fonction de la saison et comme la semaine dernière, de me recommander de faire une fondue à la truffe il y a 2 semaines. Et cette petite attention qu'il est capable de m'apporter tous les samedis, c'est ce que apporte l'industrie du luxe à ses clients lorsqu'ils arrivent en magasin. Et tout au long de cette présentation, on va revenir sur une anecdote que j'entends souvent chez mes clients. C'est notamment la relation entre John et Emma. John, c'est un client brésilien qui va toujours dans le même magasin au Brésil et qui est toujours en relation avec Emma lorsqu'il arrive dans le magasin, et Emma est là pour l'accueillir. Emma le connaît par cœur. L'industrie du luxe investit beaucoup dans le sales associate qui est Emma. Elle va connaître la maison, l'imaginaire qu'elle développe autour, et elle va cristalliser la relation avec le client dès que le client entre en magasin. Le problème, c'est qu'un jour, John y voyage. John, il arrive à Paris, il n'est plus au Brésil, il entre dans le magasin et c'est Julia qui va l'accueillir. Le problème, c'est que Julia, elle n'a aucune historique sur le client. Et ça peut être une frustration pour le client. Il arrive, c'est un gros client, il est fidèle à la maison depuis des années et il va être inconnu quand il va arriver à Paris. Et donc, on va voir tout au long de cette session pourquoi John est important et comment on va pouvoir aider Emma à empêcher cette frustration lorsqu'il arrive dans le magasin et tout au long de la relation qu'ils vont avoir avec le client. John, les entreprises de consulting nous disent que c'est un very important client. Un very important client, c'est quelqu'un qui a entre 5 et 30 millions de dollars à investir en liquidité. On estime qu'il y a 700 000 de ces personnes dans le monde, ça fait 0,01% de la population mondiale, et ces personnes ont un impact disproportionné sur l'industrie du luxe, notamment parce qu'elles représentent 40% du revenu généré dans l'industrie du luxe. Et donc on comprend comment ce petit groupe de personnes va être très important pour les maisons, notamment pour les chouchouter, les fidéliser et leur apporter une expérience sur mesure. Par exemple, les inviter à des collections privées, des podiums, en Égypte, au Caire, au bord des pyramides. Et les statistiques, la data nous montre que cette anecdote qui fait que John voyage, elle se traduit aussi dans les datas. 20 à 30% du revenu de l'industrie est généré en dehors du pays d'origine de la personne. Et donc, il y a toujours ce risque qui va être présent d'être inconnu dans le magasin dans lequel on arrive. De l'autre côté, il y a Emma. Emma, c'est la sales associate, et c'est l'une des raisons principales pour laquelle les clients se déplacent en magasin. Dans 61% des cas, elle est citée comme un facteur clé d'une expérience réussie en magasin. Et quand on sait que la plupart des achats se font toujours en magasin, on comprend à quel point l'industrie du luxe doit investir dans ses sales associates et dans leur expérience. Mais c'est aussi un talon d'Achille. Quand ça se passe mal en magasin, le sales associate est cité dans quasiment la moitié des cas. Et donc on va voir à travers la supply chain, l'expérience utilisateur sur tous les canaux de communication, et finalement on reviendra à la fin de la présentation en magasin pour voir comment AWS et Amazon aident directement l'industrie à supporter Emma et Julia dans leur relation avec John. Commençons par la supply chain. Le fait qu'un produit ne soit pas disponible lorsque John va en magasin, c'est une source de frustration dans 28% des cas. Mais c'est pareil lorsqu'on est sur le site e-commerce.
Et quand on sait que 85% des achats sont influencés par un parcours digital lorsqu'ils sont faits dans le magasin, il est important d'être pertinent tout au bout de la relation client, à la fois sur les canaux digitaux. Prenons un peu de recul pendant le Covid. Cette relation cruciale entre Emma et John, elle n'était plus possible. En France, on était confinés, en Chine, en Corée du Sud, au Canada. Et on a dû tous adapter la façon dont consommer. On a tous transité vers en ligne, vers l'e-commerce, pour les besoins de première nécessité, comme acheter un gel hydroalcoolique pour se protéger ou se nettoyer les mains. Et bien c'est pareil dans le luxe. On estime que les ventes en ligne sont passées de 12% à 23% entre 2019 et 2020. Et les supply chains ont été mis à rude épreuve. Et d'une certaine façon, pendant le Covid, la seule relation qu'il y avait entre Emma et les maisons sont ces marques, ces entreprises, avec des artisans qui fabriquent des sacs à la main, et ben elle n'était plus possible en magasin. Et les seuls points de contact qu'il y avait entre l'industrie et le client, c'était le site e-commerce et d'une certaine façon la livraison du produit dans les mains du client. Et on peut voir comment, pendant le Covid, la supply chain a pris une place encore plus importante dans la relation avec le client. Mais il se trouve que les supply chains, c'est le pan de l'industrie qui est le moins digitalisé. 3/4 du demand planning se fait aujourd'hui sur des fichiers Excel à la main. Et McKinsey nous dit que c'est une opportunité énorme pour la digitalisation, notamment pour réduire les inventaires de 75%. Alors, réduire les inventaires de 75%, c'est une opportunité pour tout le monde. Mais quand on revient au mètre carré, et qu'on sait qu'un sac à main peut coûter des dizaines de milliers d'euros ou une montre pareille, le mètre carré est beaucoup plus important dans l'industrie du luxe que dans d'autres. Et donc, si on arrive à réduire les inventaires de 75%, c'est un gain financier, mais aussi ça nous permet d'avoir un meilleur demand planning, de prédire la demande et de s'assurer que lorsque John rentre au magasin, Emma va pouvoir lui trouver le produit dont il a besoin. Pendant le Covid, pour assurer la livraison du produit, comment on va faire? Déjà, une des solutions, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de dispersion ou de signes noirs qui vont se produire sur la supply chain et pour garantir la livraison du produit en temps et en heure. Je le disais, on a tous changé nos modes de consommation pendant le Covid, on est allé sur les sites e-commerce, et John, c'est la même façon, et quand il est capable de commander un gel hydroalcoolique pour 25 $ et être livré le lendemain, le comparatif va être faisable sur l'industrie du luxe, et donc l'industrie du luxe va devoir fournir la même expérience aux clients de l'industrie. Pour éviter qu'il y ait trop de dispersion et éviter que d'une certaine façon on promet à John d'être livré le lendemain ou dans une semaine, de ne pas le livrer dans un mois ou dans 2 mois, pour ça, déjà, il faut que le paquet fasse le parcours des plus de dizaines de milliers de kilomètres de tapis roulants qu'il y a dans le monde. Chez Amazon, ça ressemble à ça. Combien de personnes ont fait la visite d'un entrepôt Amazon dans la salle? Levez la main, rapidement. Personne? Je vous invite à le faire, je vous invite à demander à votre équipe de compte parce que moi, c'est une expérience que j'ai trouvée extraordinaire de voir tous ces capteurs et toute cette technologie qui est mise à disposition. Le problème, c'est que quand ces tapis cassent, c'est directement l'utilisateur qui est impacté et on ne peut pas respecter notre promesse de le livrer dans les temps. Les objets peuvent être cassés aussi. Alors, à l'échelle d'Amazon, c'est un impact global, mais dans l'industrie du luxe, imaginez que ce soit une montre qui soit cassée. C'est des milliers d'euros qui vont tomber à plan, et d'une certaine façon, il va falloir la refabriquer. Quand on sait que, par exemple, il y a peut-être 100 montres du même modèle réparties dans le monde entier, le fait qu'il y ait une montre qui soit détruite, ça veut dire qu'il faut la refabriquer pour pouvoir la livrer. Et donc, on va impacter le délai de livraison et impacter la relation avec John. Pour résoudre ce problème, chez Amazon, on a plusieurs solutions. La première, c'est être réactif. C'est cassé, j'envoie les équipes et elles viennent remettre en place. La deuxième solution, c'est de planifier des périodes de maintenance. On va envoyer nos équipes de maintenance plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, et inspecter les tapis roulants pour voir si tout se passe bien et s'il n'y a pas un problème qu'on peut détecter dans le futur. La troisième façon, c'est de faire de la maintenance prédictive. Mais la maintenance prédictive, c'est un coût. Il faut investir dans des équipes pour développer tous les capteurs, les remonter dans le cloud, assurer la connectivité, investir dans des équipes de data scientists pour construire les modèles de machine learning pour pouvoir apprendre des données qui vont remonter et alerter au bon moment.
Et ce qu'on a mis en place, c'est Amazon Monitron. Amazon Monitron, ça permet de placer un capteur directement sur les tapis roulants qui va venir capter les variations de vibration. Ces données vont remonter dans le cloud, être analysées et envoyer une alerte directement aux personnes de la maintenance pour qu'elles puissent se rendre sur le tapis roulant pour pouvoir l'analyser et éviter la panne. Ça a permis de réduire les pannes mécaniques de plus de 70%. Et dans l'industrie luxe, encore une fois, ça a un impact directement sur le revenu et l'expérience utilisateur. Pour commencer avec Amazon Monitron, vous pouvez le commander sur Amazon.com. Vous configurez les gateways, la connectivité se fait, vous installez l'application pour vos équipes de maintenance et les alertes vont commencer à arriver s'il y a des problèmes. Une autre façon de s'assurer que tout se passe bien sur la supply chain, c'est de migrer les ERP dans le cloud. Et il se trouve que tous les clients de l'industrie que je couvre, à peu près au même moment, ils ont pris cette décision pendant le Covid de les migrer dans le cloud. Migrer les ERP dans le cloud, c'est directement un impact pour permettre de réduire les downtime de votre système et donc s'assurer que dès qu'il y a une commande, elle va pouvoir être livrée dans les temps. Ça permet d'augmenter sa posture de sécurité et ça permet surtout de rendre du temps aux équipes de développement et qui font l'administration de ces systèmes pour le réinvestir dans l'innovation. Et ce qu'on remarque, c'est quand les utilisateurs et les clients migrent dans le cloud leur système ERP, ils peuvent se concentrer plus de temps sur l'innovation et accélérer leur time to market de 43%. Et alors ce temps, on peut en faire quoi? Soit on réduit la taille des équipes, soit on peut le réinvestir. On peut adopter une technologie comme Amazon Monitron qui aura directement un impact sur l'expérience utilisateur de John. Mais on peut ici utiliser AWS Supply Chain. AWS Supply Chain, c'est un service qui va vous permettre, de façon complètement serverless, de bénéficier de 2 cas d'usage métier, et il y en a d'autres qui vont arriver. Le demand planning automatisé avec du machine learning, et aussi de la visibilité sur votre inventaire. Mais ce qui est très intéressant avec AWS Supply Chain, c'est qu'il va, pour vous, créer un data lake par rapport à ces données qui sont stockées dans vos ERP. Il va se connecter aux bases de données ECC ou S4HANA dans le cas des SAP, collecter les données, les mettre dans un data lake qui est managé pour vous. Le principal avantage, c'est que ça évite déjà que vous investissiez du temps dans la construction du data lake. La construction du data lake, c'est un pari risqué, parce que ça peut très rapidement se transformer en ce qu'on appelle un data stump, c'est-à-dire un marécage de données qui est incontrôlable. La sécurité n'est pas au niveau, les données ne sont pas rafraîchies, on ne sait pas quelle est la source de la donnée. Avec AWS Supply Chain, vous n'avez pas à manager ce data lake et vous vous concentrez sur les cas d'usage métier et vous pouvez d'ailleurs réutiliser ce data lake pour vos propres cas d'usage. Le cas d'usage qui peut être intéressant pour l'industrie du luxe et qui est utilisé, c'est notamment la visibilité de l'inventaire. Chacun des magasins est considéré comme un point de supply chain et on va venir prédire combien de sacs on a besoin dans un magasin. Encore une fois, dans la planète entière, il y a peut-être 1000 modèles du sac. Donc on va prédire 3 ou 2 sacs, 9 ou 10. Si j'en ai besoin de 9 mais que j'en prédis 10, c'est rapidement des milliers d'euros qui vont être immobilisés dans un magasin et les stocks et les inventaires vont s'accumuler. C'est qu'un sac, mais il faut savoir qu'il y a énormément de produits dans l'industrie du luxe. Certaines entreprises ont quasiment 100 000 SKU, donc nouveaux produits qui sont créés tous les ans. Avec AWS Supply Chain, on va pouvoir définir si le contenu d'un sac est à risque dans un magasin donné. On a prédit 9 sacs, mais je vais en avoir besoin de 8. J'ai trop de stock. J'en ai prédit 9, mais je vais en avoir besoin de 10. J'en ai pas assez. Et je vais pouvoir modifier le contenu des sacs, réallouer des sacs à un endroit pour permettre de s'assurer encore une fois que lorsque John arrive en magasin, il aura toujours un sac à sa disposition. On a vu la supply chain. La supply chain, ça permet par ailleurs aussi de transporter les matières premières pour s'assurer que les artisans vont pouvoir travailler aussi et fabriquer les sacs, les montres dont vous voulez. Mais avec le cloud, vous avez d'autres bénéfices. Vous allez pouvoir réinvestir ce temps pour adopter de nouvelles technologies, et par exemple comme de la personnalisation. Et encore une fois, pendant le Covid, ce lien qui était entre Emma et John n'est plus présent, et le seul point de contact avec les maisons, c'était le site e-commerce. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Dress the Population. Dress the Population, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de fournir la même expérience sur mesure sur leur site e-commerce que dans leur magasin.
Et pourtant, la personnalisation, c'est quelque chose de clé, encore une fois, pour l'industrie du luxe. Et ils se sont rendus compte très tôt, notamment parce qu'il y a une boucle vertueuse. La première, c'est que comme tout le monde, lorsqu'il y a une attention particulière qui m'est donnée, je vais plus avoir tendance à acheter de cette entreprise ou de ce magasin. Exactement pareil pour mon fromager. Je vais chez lui parce qu'il me recommande des produits et je revais chez lui parce qu'il me connaît bien et qu'il va me faire ses recommandations. Exactement la même chose dans l'industrie du luxe. Et par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que les utilisateurs qui vont continuer à acheter, ils vont aussi avoir tendance à parler de cette entreprise et la recommander à leurs amis, à leurs collègues, et ça permet d'abaisser les coûts d'acquisition des nouveaux clients. Et donc à la fois l'industrie du luxe l'a bien compris et doit le mettre en place sur son site e-commerce. Pour ça, Amazon est un partenaire de choix. Depuis 1998, on applique la personnalisation sur notre site e-commerce. La première fonctionnalité, si vous achetez ce produit, par ailleurs, d'autres utilisateurs achètent les autres produits. En 2002, la personnalisation est démocratisée, que ce soit sur Alexa, sur Amazon Prime Video, sur Amazon de manière générale, et par exemple d'autres clients comme Netflix, qui vont personnaliser toutes les images et tous les produits que vous allez voir. Je pense que vous voyez tous le carillon de films qui est la première chose qu'on voit quand on se connecte sur Amazon Prime ou sur Netflix. Et bien, tout le contenu ici est personnalisé. Que ce soit les films qui sont choisis, la durée des films et les scènes des films qui sont choisis. Vous avez un profil un peu plus film d'action, ce sera des films d'action qui seront choisis. Bon, personnellement, j'aime le fromage, peut-être qu'Amazon le sait, j'ai plein de scènes de fromage à chaque fois que je regarde Amazon Prime Video. Pour adopter la personnalisation, vous pouvez utiliser Amazon Personalize, et ce qui est fait dans l'industrie. Avec Amazon Personalize, vous avez un service serverless qui vous met à disposition des API pour directement intégrer de la recommandation dans vos sites e-commerce, mais aussi sur d'autres canaux de communication. Un exemple, John est sur son site e-commerce pendant le Covid, il ne peut pas contacter Emma. Il recherche un sac à main qu'il veut acheter pour sa compagne pour Noël. 10 résultats sont retournés et on peut demander à Amazon Personalize de nous les trier pour nous dire quel est l'objet le plus pertinent. Et on sait à quel point dans l'e-commerce, le premier objet qu'on va acheter est hyper important pour la conversion en achat. Pour activer Amazon Personalize, la seule chose dont vous avez besoin, c'est les données de vos utilisateurs, les données des objets et les interactions de vos utilisateurs avec ces objets. Est-ce que l'objet a été acheté ? Est-ce qu'il a été consulté? Est-ce que l'utilisateur s'est enregistré sur une liste d'attente parce que le produit n'est pas disponible? Et c'est exactement ce qu'a fait Dress the Population. Dress the Population a engagé un partenaire Obvio. Ils ont mis en place et intégré de la personnalisation sur leur site e-commerce, ce qui leur a permis de noter qu'au bout de moins de 72 heures, il y a eu une augmentation du revenu de 350% par visite. Mais il y a une quote qui m'intéresse particulièrement, c'est celle de la VP Marketing de Shoshana Ritzel. Rien que le fait de penser qu'il fallait investir pour intégrer de la personnalisation dans leur site e-commerce, construire une équipe de data scientists, investir dans des développeurs, investir dans des data engineers pour rassembler les données, les collecter et les traiter, c'était un frein à l'adoption de la personnalisation. Et c'est exactement pour répondre à ça qu'on a une stack AI/ML à plusieurs couches. La première avec des services d'intelligence artificielle, serverless, que vous pouvez adopter très simplement, comme Amazon Personalize. Vous avez Textract, vous avez maintenant Amazon Bedrock via API. Et une fois que vous avez validé un petit peu cet instinct, ce retour sur vos investissements comme Dress the Population, que la personnalisation va vous rapporter de l'argent ou améliorer l'expérience utilisateur, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez démocratiser la personnalisation sur tous les canaux de communication avec l'API d'Amazon Personalize. Vous pouvez aussi vous approprier ce moteur de recommandation et investir dans les ressources Data Scientist, Data Engineer pour construire le vôtre, en utilisant des technologies comme Amazon SageMaker. Mais il y a une troisième solution. Et la troisième solution, c'est d'augmenter les données que vous avez sur les utilisateurs. Augmenter cette connaissance pour affiner l'expérience sur mesure que vous fournissez à vos utilisateurs. Et pour ça, vous pouvez connecter les données de partout. De vos Customer Data Platform, avec Amperity, Segment, les données d'interaction de vos utilisateurs sur vos sites e-commerce,
les données des réseaux sociaux, est-ce que les campagnes marketing ont un succès, et toutes les transactions sur vos points of sale ou de cartes de crédit qui ont été faites par vos utilisateurs sur les achats. Pour récupérer ces données, vous avez plusieurs solutions. De la même façon que sur la stack AML, on va diminuer le coût de l'expérimentation, sur la data, c'est la même chose. Si vos data engineers et vos data scientists peuvent allouer du temps à votre projet, vous allez pouvoir utiliser AWS Glue. Avec AWS Glue, vous allez pouvoir rédiger le code Apache Spark ou Ray, par exemple, et le déployer de manière complètement serverless. Par contre, si vous n'avez pas forcément de ces ressources, vous allez pouvoir utiliser une interface graphique avec Glue Studio, cliquer sur la source de données, faire les transformations et les stocker pour les mettre à disposition d'Amazon Personalize. Une autre façon de récolter les données, c'est d'utiliser la fonctionnalité 0ETL que l'on annonce depuis maintenant 2 ans. Avec le 0ETL, en quelques points de configuration, ou dans l'interface graphique de la console, vous allez pouvoir répliquer de manière asynchrone les données de vos systèmes opérationnels, comme une base de données utilisateur, dans les systèmes analytics. Et ça vous permet de bénéficier des meilleures pratiques de l'industrie. La première, c'est pas d'analytics sur vos bases de données opérationnelles qui sont customer-facing. Pourquoi? Les requêtes d'analytics sont en général des requêtes qui vont prendre plusieurs heures, qui vont scanner toute la donnée, qui vont consommer des ressources de vos bases de données. Et potentiellement augmenter la latence, par exemple, quand John consulte et cherche à récupérer des données de son profil. Plus la latence augmente dans le site e-commerce, plus la chance de convertir une visite en achat diminue. Ça devient donc hyper important de minimiser la latence et d'éviter de faire des requêtes analytiques sur votre base de données utilisateur. La deuxième, c'est encore une fois, vous passez de manière complètement serverless et managée pour faire cette pratique d'ETL, bénéficier des meilleurs formats de stockage sur Amazon Redshift pour faire vos requêtes et donc avoir un meilleur coût-performance par rapport à la performance. Il y a une autre méthode pour augmenter les données que vous avez sur vos utilisateurs. Vous allez pouvoir utiliser Amazon AppFlow, qui est un service serverless, qui va permettre d'intégrer vos différentes sources de données qui sont dans des applications métiers. Par exemple, SAP, où vous avez peut-être les commandes, les volumes, les stocks de vos produits. Vous allez pouvoir récupérer les données d'outils comme Salesforce Marketing Cloud, savoir si vos campagnes marketing ont du succès. Et encore une fois, c'est serverless, vous cliquez sur la source et vous la mettez à disposition d'Amazon Personalize pour qu'il puisse apprendre de vos utilisateurs. L'autre façon, c'est d'utiliser AWS Data Exchange. Avec AWS Data Exchange, vous allez pouvoir souscrire à des jeux de données de parties tierces pour pouvoir les utiliser directement avec Amazon Personalize. Un exemple, les jeux de données de Mastercards, par exemple sur SensePulse, où vous allez avoir des données macro et microéconomiques sur le comportement des utilisateurs. Le panier moyen dans un quartier, ça peut être intéressant pour peut-être ouvrir un nouveau magasin à cet endroit. Vous allez pouvoir utiliser aussi un autre jeu de données comme de Foursquare qui permet de voir où les utilisateurs voyagent à travers le monde et d'identifier en fonction du panier d'achat où est John et pourquoi il va à cet endroit-là. Et donc d'influencer les achats et de les concrétiser. On a vu la supply chain. On a vu encore une fois que les bénéfices du cloud qui permettent, avec l'automatisation, d'avoir plus de temps pour les développeurs, d'ajouter des fonctionnalités de personnalisation. Mais encore une fois, maintenant, cette personnalisation, il faut la démocratiser. Il faut l'utiliser sur tous les canaux de communication. Et John nous dit que dans 25% des cas, le fait qu'il n'y ait pas de personnalisation est une source de frustration. Pour s'assurer d'adresser les clients de façon omnicanale, on va pouvoir utiliser un service comme Amazon Connect, qui est largement adopté par l'industrie, et qui permet d'adresser le client sur tous les canaux de communication. WhatsApp, WeChat en Chine, KakaoWeb en Corée du Sud, Instagram, etc. Si on prend un exemple, John a acheté une montre au Brésil, et il rentre après une soirée un peu trop animée vers 23h minuit, et il casse sa montre. Il veut le plus vite possible appeler la maison, ses industries, ses marques, pour savoir comment il va pouvoir la réparer. Sauf qu'à minuit ou 1h, Emma ne va pas répondre, j'espère qu'elle dort. Il va donc appeler, et ce sera Rebecca, à Sydney, qui va lui répondre. Mais Rebecca, encore une fois, elle n'a aucune idée de qui est John, quel est son historique d'achat, et pourquoi il l'appelle. Avec Amazon Connect, vous avez une fonctionnalité qui est le Unified Customer Profile, qui permet d'afficher, que ce soit à Rebecca, Emma ou Julia, sur tous les canaux de communication,
qui est John, son historique d'achat par exemple, et d'intégrer différentes sources de données. On a annoncé avant-hier Amazon Q et notamment l'intégration avec Amazon Connect. On pourrait imaginer fournir de la documentation sur comment réparer la montre, comment l'envoyer à Rebecca si elle ne sait pas comment faire. Mais le Covid, c'est bien fini. Je me promenais sur les Champs-Élysées avec ma copine il y a 2 semaines. C'était la première fois qu'elle allait à Paris. Et je pense que vous avez, vous aussi, remarqué ces longues files d'attente qui se créent devant les magasins de luxe. Alors c'est intéressant, quand je discute avec certains collègues et amis, ils me disent que ces files d'attente sont créées artificiellement, justement pour bénéficier de cet effet d'aubaine et de dire voilà, il y a de la demande, du marketing gratuit, etc. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, et c'est Christophe Bertin, l'International Retail Director de Cartier, qui nous le dit. Les 20 premières secondes, quand le client entre en magasin, sont cruciales pour rassurer ou créer un sentiment de frustration. Et 20 secondes, ça va vite. Revenons donc dans le magasin. Là, après le Covid, John et Emma ont pu se retrouver, communiquer et passer à l'achat. Dans 22% des cas, lorsqu'un client rentre en magasin et qu'un sales associate comme Emma n'est pas disponible, c'est une source de frustration. De l'autre côté, quand quelqu'un attend en dehors du magasin, fait la queue, c'est une source de frustration aussi. Et on voit bien qu'on rentre dans un dilemme. Si je veux qu'à chaque fois qu'un client entre dans le magasin, il y ait un sales associate qui soit disponible, je peux limiter le nombre de personnes qui vont rentrer dans le magasin, mais ça va créer une file d'attente. Je peux aussi augmenter le nombre de sales associates dans le magasin. Mais c'est des ressources qui sont rares. Il faut d'abord les former, qu'elles comprennent la maison, qu'elles aient adopté l'imaginaire et la philosophie, et qu'elles puissent connaître les clients et un peu les recommander. Donc on ne va pas pouvoir provisionner un Amazon EC2 comme on va pouvoir provisionner un sales associate. Donc il faut trouver des solutions. Alors aujourd'hui, l'industrie réfléchit. Ils mettent en place des files d'attente virtuelles. On peut s'enregistrer, planifier notre venue. Mais tout ça, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors peut-être que la technologie peut faire quelque chose. Et chez Amazon, avec nos magasins Amazon Go, les technologies Amazon Just Walk Out et Amazon One, on est en train d'approcher d'une façon différente l'expérience utilisateur dans les magasins. Alors bien sûr, les magasins du luxe ne ressembleront pas à Amazon Go. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on met en place ce genre de système chez d'autres clients, dans la grande distribution, etc., il y a plusieurs solutions. Déjà, toutes les personnes qui étaient là, à la caisse, mettre sur les étagères les produits, regarder le panier de l'utilisateur, tout ça, c'est remplacé par de l'intelligence artificielle avec du computer vision. Donc encore une fois, 2 solutions. Réduire la taille des équipes ou réinvestir le temps qui a été gagné pour améliorer l'expérience utilisateur, et c'est exactement ce qui s'est produit. La technologie, encore une fois, est une façon de démocratiser les expériences utilisateurs qui vont au-delà des attentes. Alors encore une fois, les magasins du luxe ne ressembleront pas à Amazon Go. Mais par contre, si on pouvait fournir à l'industrie du luxe les informations sur où vont les gens dans leur magasin, le traffic mapping, si on pouvait fournir et compter les utilisateurs qui rentrent dans le magasin ou dans certains endroits, si on pouvait repérer lorsqu'un client entre en magasin et qu'il n'a pas de sales associate et les alerter. Imaginons qu'on ait du RFID sur les vêtements et qu'on soit capable en temps réel de savoir où sont positionnés les vêtements dans le magasin. La taille n'est pas disponible directement sur l'étagère, je sais où est le vêtement et je peux directement revenir. Tout ça, ce serait potentiellement des gains de temps directement dans le magasin pour optimiser le temps que passe chaque sales associate avec le client. On pourrait aussi imaginer remonter toutes ces informations et créer un clone, un jumeau numérique du magasin, ce qui permettrait par exemple de faire du money mapping, regarder quelle zone génère le plus d'argent, dans quelle zone les clients ont passé le plus de temps. On pourrait imaginer aussi faire du what if analysis, générer des simulations en fonction des réagencements du magasin pour optimiser le temps passé en magasin, mais aussi les revenus. Tout ça, on va pouvoir le faire avec AWS Panorama. AWS Panorama, c'est une device qui doit être 2 fois plus grosse que ça, qui va se connecter sur vos caméras API en quelques minutes.
Vous allez pouvoir faire tourner des modèles de machine learning, de computer vision directement à the edge, soit maintenus par nous, soit par des partenaires, soit que vous allez développer vous-même. Object detection, people counting. Les images sont analysées à the edge. Vous remontez uniquement les informations métiers dans le cloud, vous les stockez dans un bucket S3. Vous pouvez fournir, par exemple, au directeur du magasin la cartographie en temps réel de où sont les clients et fournir des outils de simulation. Tout ça avec AWS Panorama. On a vu quelques pistes pour optimiser le temps passé en magasin, mais il y a toujours des sources de frustration. Le manque d'avis personnalisés est toujours là, et aussi le manque d'informations sur les stocks, les prix et où sont les produits sont une source de frustration. Effectivement, lorsque je vais en magasin, j'ai un effort physique que je fais, et si le produit n'est pas disponible, c'est normal que j'ai de la frustration. Imaginons que ma taille n'est pas disponible, j'ai investi ce temps, j'ai pu sentir, toucher le produit n'est pas disponible, effectivement, je suis déçu. Alors, comment on va pouvoir permettre à Emma d'avoir toutes ces informations? Et à Julia aussi. Toutes ces informations sur les produits, en général, c'est ce qu'on disait au début, elles sont stockées sur les ERP. Et les ERP, ils sont on-prem, et les migrations vers le cloud prennent plusieurs années. Et ces gros projets IT, ils ont tendance à durer beaucoup de temps, et de temps en temps à échouer. Et quand ils échouent, il y a une étude qui montre de McKinsey que dans 15% des cas, le projet se passe tellement mal qu'il met en danger la vie même de l'entreprise. Alors comment on peut faire pour itérer, moderniser, innover, quand nos données sont piégées on-prem? La première chose, c'est qu'on peut utiliser les Change Data Capture. Les Change Data Capture, ce sont toutes les modifications qui ont lieu sur les bases de données de vos systèmes ERP. Vous allez pouvoir les streamer en temps réel et les mettre à disposition dans le cloud. Alors, à quoi ça correspond concrètement? Une nouvelle commande, une nouvelle fiche utilisateur, un nouveau produit est disponible. Vous allez pouvoir ensuite les dénormaliser. C'est la première étape de la modernisation. Il faut savoir que ces données qui sont stockées on-prem, elles sont stockées dans des bases de données relationnelles, très souvent dans des environnements très contraints, vu que c'est de l'on-prem et que venir acheter du hardware pour venir ajouter du stockage, etc., c'est coûteux. On a normalisé la donnée au possible, c'est-à-dire qu'on a factorisé et on a mutualisé au maximum l'information qu'on stocke pour diminuer le coût du stockage. Avec un service comme Amazon Manage for Apache Flink, vous allez pouvoir dénormaliser avec un très manque de traitement en temps réel les informations qui viennent dans ce flux en temps réel. Vous allez pouvoir reconstruire la donnée métier. Toutes ces tables, avec ces jointures que vous deviez faire, vous allez pouvoir le faire à un endroit et récupérer l'information métier, une commande, une fiche utilisateur, un produit disponible. Vous allez pouvoir ensuite le stocker dans une base de données comme Amazon DynamoDB. Amazon DynamoDB, c'est une base de données clé-valeur. Et encore une fois, si on se resitue dans le magasin et avec la relation entre John et Emma, ou Julia et John, quand John entre en magasin, Emma, elle sait qui c'est. Elle sait que c'est John, donc elle va taper le nom de l'utilisateur et récupérer la fiche profil. C'est clairement du clé-valeur. Lorsque je veux des informations sur un produit, sur le prix, c'est du clé-valeur. Je récupère l'information. Un autre avantage de moderniser et d'innover en utilisant Amazon DynamoDB, c'est que c'est un service serverless qui va passer à l'échelle pour vous. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe quelle marque peut avoir une explosion comme une météorite ou comme une étoile filante avec l'influence des réseaux sociaux. Un influenceur porte une paire de sneakers d'une marque, c'est monté en épingle par les médias, et ça a des retombées directes, les gens vont sur le site e-commerce, augmentation du trafic. Si c'est une base de données qui ne peut pas passer à l'échelle, vous n'allez pas pouvoir vendre les sneakers. Avec Amazon DynamoDB, vous vous mettez dans une situation où vous allez pouvoir gérer ce pic et continuer à opérer et fournir une expérience utilisateur au bon niveau. Ensuite, vous avez juste à apaiser tout ça avec une lambda, une API Gateway. On a parlé d'Emma et John, mais lorsque c'est Julia qui accueille John à Paris, dans les Champs-Élysées, elle ne connaît pas John. Et donc, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va rechercher le nom de l'utilisateur.
Avec l'intégration qu'on a annoncée il y a 2 jours entre Amazon DynamoDB et Amazon Open Search Service, il y a une intégration 0 ETL qui se fait, et cette intégration, cette réplication des données de manière asynchrone, elle se fait de manière naturelle en quelques points de configuration et managée pour vous. Julia va maintenant pouvoir faire sa recherche, récupérer l'information de John, récupérer sa fiche profil et avoir toutes les informations, son historique d'achat, etc. Et donc tout simplement, en ayant utilisé ces CDC, on a libéré la donnée qui était stockée on-prem, qui était prisonnière d'une certaine façon, et on l'a mise à disposition d'Emma et de Julia pour qu'elles puissent répondre à John. Par contre, aujourd'hui, dans la plupart des cas, les applications sont développées et déployées à un seul endroit. Si on est en France ou en Europe et que ce sont des marques et des maisons françaises ou européennes, en général, l'application est déployée à cet endroit. Le problème, c'est que lorsque John il est au Brésil et qu'il fait ses achats, il fait des modifications, il fait des nouvelles commandes, il y a un temps d'attente par rapport à la latence. Si on est au Brésil, on va être dans les 150 millisecondes par rapport à la France. Si on est à Las Vegas, ça va être la même chose. Et si John, par exemple, il voyage à Sydney et il fait ses achats à Sydney, c'est 300 millisecondes. Alors 300 millisecondes, c'est pas beaucoup, mais on se souvient ce que nous disait Christophe Bertin, 20 secondes, c'est suffisant pour créer un sentiment de frustration. Et donc tous les gains de latence qu'on va pouvoir obtenir, notamment dans l'expérience de search, lorsque John rentre, et surtout lorsqu'il est inconnu dans le magasin, eh ben, ça va directement avoir une influence sur ce client. Juste avant, on a vu qu'on avait utilisé Amazon DynamoDB, et ben, on va pouvoir répondre à ce problème en quelques points de configuration avec Amazon DynamoDB Global Table. Avec Amazon DynamoDB Global Table, vous allez passer d'un service qui était monorégion à multirégion. La donnée va être présente directement au plus près de l'utilisateur, par exemple au Brésil. John rentre dans le magasin, fait ses achats, modifie son profil, modifie son adresse, et cette donnée va être répliquée de manière asynchrone dans toutes les zones géographiques que vous avez désignées, à Paris, à Sydney, aux États-Unis. Alors bien sûr, c'est de la réplication asynchrone, et ça peut prendre plusieurs millisecondes ou secondes pour que la donnée soit répercutée et que la vue globale soit cohérente. Le jour où John sera capable de faire un achat au Brésil et en quelques secondes de faire un achat à Sydney, je pense qu'on aura des solutions technologiques qui seront là pour répondre à ce besoin-là. Un autre avantage, c'est que vous allez améliorer la disponibilité du service. Quand vous êtes sur un service monorégion, vous êtes à 4,9 de disponibilité en SLA sur Amazon DynamoDB. 4,9, c'est un peu moins de 6 heures de downtime par an. Quand vous passez à du 5,9 de disponibilité, vous passez à moins de 6 minutes d'indisponibilité par an. Et donc la probabilité de downtime ou d'expérience dégradée lorsque John va rentrer en magasin va diminuer en adoptant la technologie, fournir une meilleure latence directement lorsque Emma ou Julia vont consulter ces informations quand le client rentre en magasin. Toutes ces informations, c'est des API, et si demain, ou peut-être que vous êtes déjà allé dans un magasin de luxe, quand vous interagissez avec un sales associate, en général, ils ont des tablettes. Et dans ces tablettes, toutes ces API qu'on a mis à disposition sont utilisées. Les informations sur les prix, les informations sur le stock, les informations sur le profil client, de la personnalisation. Amazon Personalize est disponible via API, on va pouvoir l'intégrer. Potentiellement, encore une fois, rajouter des fonctionnalités comme Amazon Q ou de la GenAI pour envoyer de la documentation aux sales associates, l'aider, encore une fois, pour répondre aux attentes de John. Tout au long de cette présentation, on a vu que réinvestir le temps que nous donne le cloud avec l'automatisation permettait de le réinvestir, adopter de nouvelles technologies, de nouvelles sources d'innovation pour répondre directement à des problèmes métiers et résoudre, enlever des sources de frustration entre Emma et John et Julia et John. Côté supply chain, on a vu comment on pouvait migrer SAP dans le cloud, rendre du temps. Ce temps rendu, on pouvait adopter Amazon Monitron, adopter AWS Supply Chain pour s'assurer qu'on a la bonne allocation de produits au bon endroit. On a vu comment on pouvait utiliser Amazon Personalize et comment Dress the Population l'a fait, ce qui permet via une API de faire de la recommandation et de l'assurer sur tous les canaux de communication, le site e-commerce, un centre d'appel, WhatsApp, WeChat, etc. Et enfin, on est revenu dans le magasin et on a vu comment, avec du computer vision, on pouvait optimiser le parcours du client, s'assurer qu'il y ait toujours un sales associate disponible lorsque le client rentre dans le magasin
Et on a vu comment on avait modernisé ces sources de données qui étaient prisonnières on-prem, et on a modernisé tout ça dans le cloud avec des API qui fournissent directement une expérience utilisateur avec une faible latence. Si vous voulez tester, /itérer, /innover, voici 3 immersion days que vous pouvez demander à vos équipes de compte. Vous pouvez me contacter, on essaiera de les livrer ensemble. Le premier, c'est un immersion day sur Amazon Monitron qui vous permet de faire un digital twin en utilisant nos services. On pourrait imaginer l'adopter dans votre cas si vous avez des magasins ou si vous avez des entrepôts, si vous avez des manufacturing et ce genre de choses. Le deuxième, c'est Amazon Personalize. C'est un immersion day qui se positionne dans un contexte retail, où vous allez pouvoir entraîner le modèle sur des données, potentiellement les vôtres, et directement les déployer. Et le dernier immersion day, c'est AWS Panorama, où vous allez pouvoir tester cette device, déployer vos propres modèles ou utiliser des modèles existants pour répondre à vos cas d'usage métier. Merci. J'espère que cette présentation était intéressante. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le survey. Et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je serais très curieux d'interagir avec vous, vu que vous avez pris l'effort de venir ici me voir. Donc voilà, merci beaucoup.